Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a esperar que se puedan conectar nuestra audiencia un segundo y vamos a comenzar. Anne, everything is okay now with the... Anne, est-ce que tout marche avec la truc? D'accord. Oui, je crois que oui. J'ai choisi l'anglais ici. Excellent. Parfait. Bueno. D'accord. Nous allons commencer. Je vais vous donner la bienvenue. Bonjour, bonsoir, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette session 2.2.3 appelée Pour que vous sachiez cette session, parfois les gens entrent dans différentes sessions et pour ceux qui sont dans la session, dans la mauvaise session, je vous remercie votre patience. Je m'appelle Dali Garcia, je suis sociologue de l'Université North Carolina et je maîtrise en politique et je suis sociologue de l'Université du Chili. J'ai l'expérience dans la recherche de l'Amérique latine et aux États-Unis où j'ai coordonné des projets de recherche, de développement industriel, système alimentaire, conflits et aussi capital social. À l'actualité, je suis la rechercheuse possible de la LIS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le PREMIS est un réseau d'articulation et génération de connaissances pour le développement des territoires de l'Amérique latine. Nous travaillons pour comprendre les transformations du monde rural et contribuer à la formulation des améliorations des stratégies pour un développement durable et inclusif. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler des inégalités que subissent les femmes qui entravent leur autonomisation. Pour nous mettre dans le contexte, comme vous savez, dans tout le monde, même dans les pays qui possèdent des meilleurs indicateurs, les femmes font face à de graves inégalités sociales et économiques, mais aussi territoriales. Si nous comprenons le territoire comme cet espace lié à l'endroit, à l'espace où elles se développent. Dans ce sens, malgré si les femmes ont accès à différents programmes pour simuler leurs entreprises, elles continuent à avoir des limites pour accéder et être concurrentes. Même si plusieurs femmes participent dans leur communauté, elles ont peu d'accès à la prise de décision et aux stratégies des autorités. Dans cette session en particulier, nous allons explorer les diagnostics qu'il existe pour l'autonomisation des femmes avant et après la pandémie de la COVID. Nous allons analyser des expériences d'autonomisation économique depuis le point de vue unique de nos oratrices qui nous accompagnent depuis plusieurs pays et des secteurs couverts par ces différentes stratégies. Nous allons examiner des initiatives, des programmes qui fournissent des outils et depuis leurs différents territoires pour l'inclusion financière des femmes dans le contexte de la crise économique et sanitaire. Dans ce cas, je vais présenter chaque oratrice, orateur. Notre première oratrice, c'est Anne-Sophie Bacren. J'espère l'avoir bien prononcé. C'est la première présidente de l'Association des régions frontalières européennes, la présidente du comité des genres du comité régional d'Ostrogonie. Elle a fondé son entreprise et elle a travaillé depuis 30 ans dans différentes problématiques de développement. En 2013, elle a généré sa micro-entreprise appelée Brand-Sophie. Elle travaille également comme renseigne de manière freelance.
Dans l'archipel de Barking, il a également incorporé différentes initiatives de storytelling dans ses tâches de renseignement et leader du projet Storytelling dans le projet de Farking avec l'Organisation européenne des territoires. Il a été élu à l'Assemblée locale de sa mairie pendant 20 ans. Il s'appelait Korsnaspor et elle est la présidente depuis 12 ans. Elle se définit comme une personne avec de multiples intérêts spécialisée en problèmes de la société, égalité des sexes. Thank you. Is it mine? Yes, thank you for your kind invitation. Merci beaucoup de votre présentation, de votre aimable présentation. J'espère que vous m'entendez tous. Je vais essayer de partager ma présentation. Voyons ici. Alors, ce n'est pas ici. Maintenant, oui. Est-ce que vous pouvez tous voir ma présentation? Je ne sais pas s'il y a des problèmes, si vous avez des problèmes de son. Est-ce qu'il est fort? Ça va mieux maintenant? Oui. Bien. D'accord, je vais le faire sans le micro pour pouvoir vous entendre mieux maintenant. Merci beaucoup de votre invitation. Et comme Daniela vient de le dire, en plus d'autre chose, je suis en plus la présidente de l'Association des régions frontalières européennes. Donc, bienvenue chez moi dans ce petit coin. Je travaille également avec les problématiques de l'inégalité entre les sexes. Donc, nous allons tout d'abord nous placer sur la carte. Je ne suis pas sûr si vous savez tous où se trouve la Finlande. Dans la partie la plus au nord de l'Europe, la Russie est l'un des pays avec qui nous avons une limite, et aussi la Suède. Et nous avons une association pour le contrôle des limites avec ces pays. Il s'appelle GTC et GTC. Ce sont des organismes qui travaillent avec la partie la plus occidentale de la Finlande. Maintenir le marché est un travail de nous et faire face aux problèmes de travail que cela génère. Dans les pays du Nord, en particulier en Finlande, il est essentiel de travailler de comment le marché a généré des inégalités dans la génération de travail. Quand nous regardons certaines statistiques, nous avons été très surpris, très étonnés et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons créé cette initiative qui s'appelle 50-50 pour commencer à résoudre ce problème. Le premier besoin est la génération de certaines tables de débat, incorporation des secteurs entrepreneuriels. Et commencer à discuter avec ce secteur. Regardez également comment nous pouvons promouvoir les entreprises dans nos régions en tenant compte de l'égalité entre les sexes dans ces secteurs. Nous avons également incorporé tous les maires de chaque mairie pour voir comment la prise de décision pouvait être influée, la génération des politiques et comment ils travaillent sur les sujets de l'inégalité entre les sexes au niveau local. Et le troisième secteur où nous sommes centrés, c'est le renseignement éducatif. Parce que nous avons différents aspects à évaluer dans les systèmes
éducative, que ce soit la question de l'éducation universitaire, les différents niveaux. Comment pouvons-nous renseigner les étudiants? Comment pouvons-nous avoir un impact sur leurs décisions? Nous devons les entendre, les écouter. Et nous devons travailler là-dessus également. Alors, nous commençons au niveau municipal. À partir de 1970, il y a longtemps, nous avons une loi d'égalité entre les sexes dans le secteur public. Donc, c'est comme ça que nous commençons. Nous avons un cadre légal pour travailler dans le secteur public, mais nous savons qu'il y a beaucoup de travail, plus de travail à faire. Cette carte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est une campagne qui a également aidé chaque mairie à initialiser leurs propres mesures, adhérer aux mesures et incorporer certaines mesures dans leur plan d'action. C'est comme ça que nous sommes réussis à nous incorporer dans la discussion et former et inclure les systèmes municipaux. Nous allons bientôt avoir des élections locales au niveau des municipalités et nous voulons également défier le reste des candidats pour savoir comment nous pouvons faire de nouvelles étapes avec le même objectif et pouvoir respecter notre promesse d'égalité, l'incorporer à toutes nos diffusions des médias, des réseaux sociaux et voir comment les différents candidats, comment nous pouvons travailler avec les problématiques d'égalité dans les différents secteurs. Quand nous discutons et nous débattons avec les secteurs des entrepreneurs, nous avons eu l'opportunité d'analyser les défis et les difficultés que chacun d'eux avait dans les différentes régions. Et nous avons créé la première campagne de l'égalité en Haute-Bosnie, une campagne qui a été menée sur les réseaux sociaux avec un grand impact, ce qui nous a vraiment étonnés et qui a également démontré que beaucoup d'entreprises pensent à l'égalité entre les sexes parce que c'est quelque chose qui était une tâche pendante et que nous devons maintenant prendre en compte dans notre liste de choses à faire. Ceci a été utile pour nous, pour analyser les meilleurs exemples et les grandes entreprises. Nous avons un prix que nous attribuons aux 5 meilleures entreprises et l'année prochaine, nous allons continuer avec l'attribution de ces prix. En plus, j'avance un peu vite parce que je n'ai pas trop de temps. Dans le secteur des projets, nous avons le Future Clean Tech Solutions qui nous oriente pour chercher plusieurs solutions pour améliorer l'égalité entre les sexes par rapport à la technologie propre. C'est un secteur caractérisé parce qu'il est dominé par des acteurs masculins. Mais nous voulons que la main-d'œuvre dans l'avenir incorpore des femmes dans les secteurs. Avec ce projet Clean Tech,
Nous voulons nous incorporer dans le secteur pour pouvoir faire encore plus d'améliorations et incorporer les femmes au travail. Ça, c'est un exemple de comment les femmes peuvent vraiment faire plus pour se promouvoir elles-mêmes, mais aussi s'incorporer à différents endroits où avant il y avait une majorité d'hommes dans le contexte et maintenant il y a plus de femmes qui s'incorporent dans ce contexte. Beaucoup de ces entreprises de la région se sont vraiment centrées dans la promotion de plus de politiques d'égalité entre les sexes, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Donc, pour finir, permettez-moi de vous parler du futur durable. Avec cette pensée que nous avons maintenant, qui est qu'est-ce que nous allons faire après la pandémie de la COVID-19. C'est quelque chose à quoi nous pensions et qui est devenu une nouvelle manière de penser ou de repenser. Je crois qu'il est important de prendre en compte la valeur de comment différents aspects ont surgi et doivent être analysés. Ceci inclut également l'aspect de l'égalité entre les sexes. Maintenant que nous faisons face au télétravail, comment les personnes qui doivent travailler dans plus d'un travail, dans plus d'un endroit, et ceci laisse beaucoup de femmes. Ceci éloigne les femmes de plus d'opportunités quand elles ne peuvent pas accéder à d'autres endroits de travail comme il se passait précédemment. Ceci est également quelque chose à quoi nous pensons maintenant. Il est important qu'une personne puisse se sentir bien dans son poste de travail et dans les projets qu'elle réalise dans sa vie. Donc, la question de l'inégalité, qu'il y ait une inégalité dans ce sens, est un point très important. Maintenant, parce que nous devons faire face à d'autres défis qui réduisent la capacité de travail, comme l'automatisation, qui est vraiment un défi dans les lieux de travail. Également, ce sens d'appartenance quand nous pensons au niveau global et nous disons, je veux appartenir à quelque chose. Ça, on peut le faire de différentes manières. On peut trouver un sens d'appartenance par la création de réseaux, par les connexions entre les femmes à travers différents débats. Une autre chose que nous pouvons faire est utiliser l'égalité entre les sexes comme une grande marque. La Finlande, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays où plusieurs entreprises travaillent dans cet aspect de l'égalité entre les sexes. Nous pensons tous, par exemple, comment pouvons-nous attirer des femmes plus jeunes? Si nous pensons à l'égalité entre les sexes, comment pouvons-nous les incorporer au travail? Nous pouvons travailler dans ce sens au niveau local, au niveau global. Si nous le faisons au niveau local, nous pouvons également nous centrer sur l'attirance de nouveaux investissements. Et c'est pareil quand nous pensons au poste de travail comme une idée globale. L'autonomisation des femmes comme une dernière pensée. L'autonomisation peut rendre les rêves une réalité.
Nous voulons qu'il y ait des centres laboratoires qui pensent aux besoins des femmes. Il est aussi très important penser au financement pour les entreprises dirigées par des femmes. Car il n'est pas tellement très facile d'avoir accès aux investissements, aux emprunts, même avec les banquiers locaux. Il est aussi important de garantir l'accès numérique de toutes les femmes pour pouvoir de meilleurs modèles qui combinent la vie familiale avec la vie de travail. Autrement, il est vraiment impossible de coordonner tous ces niveaux et tout ce que ceci requiert dans la pratique même. Et pour finir, une fois j'ai lu que si nous pensons d'ici 50 ans, par exemple à l'année 2050, nous allons voir que 65% des travaux qui existeront n'ont pas encore été inventés. Alors, nous ne pouvons pas compter sur les idées des femmes. Nous devons les générer nous-mêmes aussi. Merci beaucoup de votre attention. Merci de ta présentation. Maintenant, nous allons donner la parole à notre oratrice suivante. Nous allons présenter Renata Enriquez. La directrice d'un programme de développement pour les petites entreprises du Brésil, où elle surveille les capacités de construction d'activités pour les femmes entrepreneuses en alliance avec l'Agence des Nations Unies pour les femmes et l'écosystème de petites entreprises du Brésil. Elle a plus de 10 ans d'expérience en petites entreprises et le développement de ceci en Amérique latine. Son expérience en étant leader des équipes, l'inclusion des traités pour les petites entreprises, des startups, l'internationalisation des startups, également la transformation numérique, en particulier dans le domaine du commerce électronique. Elle possède un master en études de développement de l'Université de Cambridge du Royaume-Uni. Elle a un MBA en administration de projets de la Fondation Getúlio Vargas du Brésil. Elle a un MBA en relations internationales de l'Université de Brésil. En plus, elle est étudiante. Elle est leader du réseau de l'Université de Columbia. Elle est également cofondatrice Alumna, qui est un programme d'aide volontaire centré sur des jeunes femmes brésiliennes. Alumna est l'une des 50 startups sélectionnées pendant l'année 2021 pour l'accélération, pour accélérer les entreprises des femmes dans l'avenir. Cette initiative est financée par UK Tech Hub Programme, très en ligne avec ce que nous racontait. Ses plus grands intérêts sont la diversité et l'inclusion, les politiques de genre, les entreprises et la transformation numérique. Elle parle en portugais, l'espagnol et l'anglais. Merci beaucoup, Renata. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Daniela, pour toutes ces informations. Je reste un peu rosé maintenant. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. Je vous parle depuis Brasilia, Brésil.
j'ai le grand plaisir d'être avec vous ce soir. Comme Gabriela le mentionnait tout à l'heure, Daniel, je travaille à Sebrae pour le soutien des micro et petites entreprises. C'est l'agence brésilienne dans ce sens. Et en particulier, je travaille avec le Sebrae Delta, qui est un programme pour les femmes. Donc, si vous en voulez savoir plus, je vous envoie ici dans le chat le lien du programme. Nous avons déjà formé plus de 10 000 femmes au Brésil à travers notre programme Sebrae depuis l'année 2019. Et pendant ce programme, nous avons eu quelques bonnes leçons que nous avons apprises, dont je vais vous parler. Mais avant de vous parler spécifiquement de ce que nous pouvons faire, quelles sont les leçons? Si vous me demandez, Renata, les alliances privées-publiques, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ça fait partie de notre débat. Je pourrais vous dire trois choses. Tout d'abord, elles peuvent aider à changer la culture, parce que c'est là que réside le problème. Tout d'abord, acheter des entreprises lidérées par des femmes, dirigées par des femmes, surtout celles parmi tous les fournisseurs, c'est ça. Pourquoi ne pas acheter des entreprises des femmes? Et puis, développer les compétences socio-émotionnelles des femmes, surtout des petites filles, mais aussi des petits-enfants, des petits garçons. Mais avant ça, nous allons parler un peu du problème. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que nous parlons de femmes entrepreneurs et non d'entreprises en général? C'est une question qu'on me pose toujours. Pourquoi un programme pour les femmes seulement? Il n'est pas difficile pour les hommes à avoir des entreprises? Si. Dans ma réponse, après beaucoup d'expérience et beaucoup de recherches, oui, c'est difficile pour tous, hommes et femmes. Mais pour les femmes, c'est encore plus difficile. Et les motifs, les raisons sont culturelles. Au Brésil, il y avait des motifs légaux jusqu'en 1962. Il y avait une loi au Brésil où le mari pouvait empêcher sa femme de travailler en dehors de chez elle. Oui, elle ne pouvait pas avoir un travail externe s'il ne voulait pas qu'elle le fasse. Cela arrivait aux femmes mariées jusqu'à 1962, c'est-à-dire hier. C'est un problème culturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer la culture. Donc, nous avons fait une recherche au Brésil sur l'entrepreneurialisme féminin. Et je vais vous raconter ce que nous avons sorti. L'année dernière, 50% des entreprises ouvertes au Brésil ont été ouvertes par des femmes et l'autre moitié par des hommes. On est très bien, car on est 50-50 de la population. Donc, en termes de force pour entreprendre, ceci est équilibré. Mais quand nous nous demandons pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir le magasin? Là, il y a une différence. Les femmes répondent qu'elles le font parce qu'elles en ont besoin. Que les hommes qui répondent que c'était une bonne opportunité. L'entreprise par opportunité et sont le cas où vous n'avez plus d'autres sources d'argent qu'en ouvrant un magasin. Donc, quand il s'agit d'opportunités, vous faites des recherches sur le marché, vous faites des plans. Donc, les entreprises par opportunité ont beaucoup plus de chances de mourir. Et ce qui mène les femmes par besoin, c'est la maternité. 50% des femmes, quand elles retournent de la licence maternité, elles sont renvoyées de leurs travaux ou elles décident de s'en aller pour passer plus de temps avec leurs enfants. Parce que nous savons que le monde corporatif doit encore beaucoup changer pour recevoir les familles, les demandes des familles. Au Brésil, les femmes sont 16% plus scolarisées en année que les hommes. Mais les entreprises lidérées par des femmes ont de revenus 22% inférieures que celles des hommes. Donc, nous sommes plus scolarisés, mais nos entreprises gagnent moins. Tout d'abord, les secteurs. Quels sont les secteurs d'entreprise des femmes les plus connus?
Aliments, mode, aliments et boissons, mode et beauté, c'est-à-dire maquillage, salon de beauté. Il n'y a aucun problème avec ces secteurs, mais le problème, c'est le suivi. En général, ce sont des segments avec une meilleure valeur ajoutée et avec moins d'innovation. Donc, les maquillages, prenons par exemple les maquillages. La recherche nanotechnologique pour que la crème puisse pénétrer dans chaque pore de ma peau. En général, nous avons des chercheurs qui sont des hommes. Les vendeuses porte-à-porte qui vendent le maquillage des femmes. Où est l'argent? Où est la capacité d'innovation? C'est un problème culturel qui vient depuis les petits-enfants et les petites filles. Pourquoi nous n'avons plus de femmes en ingénierie? Où sont les femmes dans les carrières des sciences exactes? Et là, je veux vous présenter une vidéo qui parle de ça. Et un autre problème, c'est le temps. La journée n'a que 24 heures pour hommes et pour femmes. Ce que nous faisons pendant ces 24 heures fait la différence. Notre recherche a découvert que les femmes entrepreneuses au Brésil se dédient 17% moins que les hommes entrepreneurs. La question est, qu'est-ce que nous faisons quand nous ne sommes pas consacrés à nos activités commerciales? Peut-être nous buvons une caipirinha sur la plage. Donc, je regarde les commentaires que vous faites là. Quand nous faisons nos activités, nous prenons soin des enfants, des personnes âgées, des tâches domestiques. Pourquoi? Par des motifs culturels. Ça retombe plus sur les femmes. Les femmes se consacrent 50% plus d'heures aux tâches domestiques et aux soins domestiques que les hommes. Paolo Bejarano, merci beaucoup. Imaginez-vous une époque de pandémie où les enfants ne sont pas à l'école et les personnes âgées meurent et ont besoin de plus de soins. Ce qui était déjà précaire empire beaucoup plus. Ça, c'est le contexte. Je ne veux pas vous déprimer encore plus de ce que la pandémie l'a fait. Je vais vous montrer les choses que nous pouvons changer. Tout d'abord, nous devons comprendre le problème. Plusieurs projets qui ont un genre qui ne comprennent pas très bien le problème structurel, parce que les hommes et les femmes sont socialisés de manière différente. Et nous stimulons le développement de certaines compétences chez les garçons et chez les filles. Ça, c'est pas biologique, c'est culturel. Quel est le problème? Quand vous générez une entreprise, il faut voir les compétences techniques, le planning, le financement, le marketing, tout ce qui est technique. Et ce que des consultants peuvent résoudre. Mais aussi, il faut y avoir les compétences émotionnelles. Tout ce qui est lié au mode comment nous nous regardons, nous voyons dans le monde. Le leadership, la capacité de communication, de persuasion, la capacité de créer des réseaux. Mais alors, on est femme, par exemple. Ici, Monica Munoz, qui est ma camarade. Imaginons qu'elle est une entrepreneuse. Monica, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un happy hour, un événement commercial? Est-ce que tu restes avec ton verre? Ça, c'est de l'ananas avec de la menthe. Tu parles seulement avec des personnes que tu connais ou tu parles avec des personnes inconnues, même des hommes? Par exemple, salut Jean. Non, voyons notre camarade, il s'appelle Javier. Bonjour Javier, ça va? Non, vous ne connaissez pas, je suis Monica, mais moi je vous connais et je connais votre travail. Je voudrais vous inviter à boire un café pour vous proposer une coopération entre nos entreprises. Qu'est-ce qui se passe probablement dans la tête de Javier et Monica à ce moment-là? Monica est mariée? Est-ce que ce n'est qu'un petit café? Oui, bien sûr, pour des motifs culturels. Et Monica imagine, non, mon mari est très jaloux, si quelqu'un me voit boire un café avec un inconnu, ben alors,
Comment faites-vous quand vous devez faire un voyage de travail, mais votre petit enfant avait la fièvre chez eux? Non, il est avec son mari. Mais quel type de mère êtes-vous que vous travaillez et vous laissez votre enfant malade chez vous? Monica, quand vous devez faire une présentation, ton discours de 3 minutes, comment parlez-vous? Avec beaucoup de force, de l'inspiration ou non? Non, ça fait 2 jours que je ne dors pas. Non, je ne peux pas. Donc, leadership, communication, persuasion, réseau. Le réseau, c'est l'un des problèmes pour la culture et pour les femmes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est le problème. Ce n'est pas les compétences techniques. Et comment faisons-nous pour développer les compétences socio-émotionnelles? Avec l'appui, parce que l'appui est le meilleur moyen pour que les personnes échangent et génèrent des modes. Par exemple, l'exemple. Ça, c'est la leçon que je voudrais vous présenter également. Donc, finalement, enfin, nous avons parlé d'aider à changer la culture, soutien, soft skills, acheter des entreprises dirigées par des femmes. Là, il y a beaucoup de programmes que nous pouvons utiliser le pouvoir d'acheter des grandes entreprises pour qu'ils achètent des entreprises dirigées par des femmes. Le troisième qui serait de base, développer les soft skills. Donc, pour finir ma présentation, je voudrais vous montrer une vidéo de la BID, de la Banque interaméricaine du développement, qui parle justement de les choses que nous plaçons dans les têtes de petits garçons et petites filles et que nous devons changer. Merci beaucoup. Juliano, la vidéo, s'il te plaît. Me llamo Carlota Camila. Soy de Venezuela y tengo 7 años. Eu sou brasileira. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama... María. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una heladería. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio, pero... Y tiene rulos como ella. ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice qué hace en serio esa mujer, ¿va? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa hidroeléctrica chamada Salto Grande. Então ela não é doutora, ela ajuda com a eletricidade. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. Oh, não me imaginei que era isso. Sim, eu fiquei impressionada. Eu não pensei que ela ia ajudar com eletricidade. Los científicos, lo que yo sé es que la mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. Merci beaucoup, Renate.
Renata. Très intéressant, très passionnant ta présentation. Nous avons aimé la vidéo avec laquelle, les exemples avec lesquels tu as démontré les inégalités auxquelles nous faisons face. Monsieur Javier Charo, il est officier de projet de l'OIT en Initiative Spotlight, un projet avec l'Union européenne et les Nations unies pour l'élimination de la violence contre les femmes et les filles en Argentine. Là, il traite les liens entre la différence sexiste et le travail. Il travaille depuis plus de 6 ans dans le bureau de l'OIT en Argentine et précédemment, il a travaillé dans les champs de la recherche, des recommandations de politiques publiques en matière de protection sociale. Soyez les bienvenus, Xavier. Je vais faire un petit rappel pour les expositeurs qui suivent. Prenez compte du temps, on est parti un peu en retard, donc on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup de votre patience quand même. Merci beaucoup, Daniela, un plaisir. Merci aux organisateurs de ce forum. Je vais essayer de maintenir ce niveau d'expectative avec cette très belle présentation de Renata. Je vais aussi présenter une vidéo à la fin. Les choses que je vais dire vont peut-être se répéter, vont peut-être approfondir ce qui vient de dire Renata. Un des disparateurs que j'ai par rapport aux questions que vous m'aviez posées auparavant, un des principaux obstacles des femmes dans le monde du travail qui semble avoir été pire avec cette pandémie. Les rapports qui a fait l'OIT dans ces mois, malheureusement, confirment ce que l'on peut prévoir. On peut voir que tout au long de 2020, il y a eu une perte de 64 millions de postes de travail. Des postes. Pour les femmes, cela a signifié une perte de 5% d'emplois féminins contre 3,9% d'emplois pour les hommes. Donc, la brèche s'est accrue et cette brèche s'est reflétée aussi dans une réduction des heures du travail rémunérées pour les femmes. Et comme résultat, les femmes ont gagné moins, ont eu moins d'épargne. Elles sont tombées beaucoup plus dans la pauvreté avec cette pandémie qui, malheureusement, continue encore. Les mesures de confinement qui ont été prises dans beaucoup de pays ont aggravé le travail entre les hommes et les femmes. Les journées de travail s'est élargie pour les femmes et la frontière entre la vie de travail et la vie familiale a diminué. Alors, cette impossibilité d'avoir un moment pour tisser des réseaux avait été disparue. Les rendements, la responsabilité dans le travail conditionnaient aussi le futur des femmes. L'Argentine, dans une étude récente, montrait que pendant la période de confinement, le nombre d'heures que les femmes avaient consacrées aux soins de la maison avait augmenté de 70%. C'est pour mettre un peu de chiffres et pour mettre une dimension à ces affirmations-là. Je voudrais montrer aussi un autre obstacle pour les femmes qui a à voir avec la violence et le harcèlement. Par rapport aux chiffres, que l'on travaille avec nos chiffres,
70% des situations de violence et harcèlement sont des situations contre les femmes. Xavier, son Internet a eu un problème. On va attendre. Dans tous les problèmes, on va attendre quelques minutes pour voir s'il revient. Qu'est-ce que vous avez entendu? Tu nous racontais sur les magnitudes des chiffres contre la violence contre les femmes. Je disais que ce phénomène s'était aggravé dans le secteur de la santé, dans les supermarchés, par exemple. Ce sont des secteurs où il y a eu une croissance, une augmentation des cas d'harcèlement. Mais il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle. En juin 2019, l'OIT, il y a eu un premier accord qui a été réglé sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cet accord, c'est le premier à ce sujet et reconnaît que la violence peut empêcher que les femmes puissent accéder ou restent dans les marchés du travail ou qu'elles progressent aussi. Donc, il faut ratifier cet accord. Et la ratification de cet accord peut aider à aider les brèches de différence entre le sexe. Et si l'on pense aux brèches et obstacles pour le développement des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Depuis là, il faut travailler sur plusieurs domaines en même temps, viser à un investissement de soins intégraux qui permettent de libérer du temps. Et en particulier, nous pensons des femmes entrepreneurs, reconnaissant les inégalités, mettant en marche des politiques d'emploi visant à réduire ces brèches. Là, beaucoup de personnes de la province de Córdoba nous accompagnent. No, continúa. Se perdió un poco la conexión, pero continúa. Je disais que, surtout pour les femmes entrepreneurs, il est important d'aider les mécanismes d'accès au crédit. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent de Córdoba et là, il y a une expérience intéressante. Et il paraît fondamental de complémenter cet accès au crédit avec ce qui apparaît comme un obstacle pour les femmes qui décident d'entreprendre. C'est un déficit de connaissances des instruments financiers. Comment fonctionne une banque, quand c'est plus convenable de prendre un crédit, les taux d'intérêt, des instruments d'épargne. Et en prenant compte de cet obstacle, à partir de cette initiative SPOT dont tu avais présenté au début, on a mis en marche un exercice, une ligne de travail de formation en éducation financière où on a eu une expérience très intéressante pour en formant 25 leaders aborigènes
Et ça, c'est le secrétariat des départements aborigènes qui nous a demandé du nord de l'Argentine. Et là, ils identifiaient que dans cette méconnaissance d'instruments financiers, il y avait un déficit très important pour que ces entreprises aient du succès. Alors, permettez-moi, ce processus de formation, on l'a fait avec des matériaux qui ont été adaptés à l'Argentine et ont été complémentés avec des spécialistes de cette problématique des tensions qui apparaissent dans les foyers et qui reproduisent les différences entre les sexes. Pour organiser l'argent, penser à un objectif d'épargne, permettez-moi de partager avec vous. Et avec cela, j'ai fini mon intervention. Atelier éducation financière avec une visée des différences de genre. Le but est de promouvoir de esa realidad de la comunidad, de la organización y del proceso. Si no afectamos la variable de los ingresos, es muy difícil que esas mujeres que se encuentran en estas situaciones puedan salir de ese círculo de violencia. Yo la verdad que me llevo mucho de este curso porque me ha dejado un aprendizaje muy grande en cuanto a educación financiera, porque uno a veces está en la comunidad y no sabe administrar su dinero. Como vivimos alejados, no tenemos tantas herramientas como poder acceder ya sea a créditos o a acceder a ahorro. Yo antes no sabía ni tenía idea de las remesas, de los préstamos, a no sobreendeudarse. Hay veces pedimos préstamos, pero son a la financiera informales, que hay veces nos estafan, nos sacan más del debido, ¿no? No sabía lo que circulaba dentro de lo que es un banco. Bueno, ahora ya lo sé, y también para transmitir a otras personas que no usan, digamos, bancos, no hay. En mi comunidad son muy productores en tema de la agricultura y bueno, esto también para impulsar a ellos para que sigan emprendiendo. Me voy con esa seguridad que puedo transmitir esto lo que aprendí y también enseñar y seguir aprendiendo yo también, digamos. Y no gastar nuestro dinero, por así decirlo, de una forma incorrecta. Merci beaucoup. Pour finir, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette expérience, nous avons dû adapter le matériel et de personnages qui permettent de problématiser. Sur les problématiques de genre, nous avons incorporé des concepts de violence économique, violence patrimoniale, les canaux pour ces cas des violences en reliant ces concepts de violence et autonomisation économique dans les provinces de Salta, Cordoba et Buenos Aires. J'espère que vous ayez trouvé cette présentation intéressante pour contribuer à une meilleure communauté économique. Merci beaucoup. Merci, Javier, de nous avoir illustré dans ce chemin tellement négatif auquel nous sommes exposés, les femmes. Cette violence qui dépasse le public et le privé. Maintenant, je vais présenter notre prochaine oratrice, Mónica Muñoz Rodríguez. Elle est intégrante de l'équipe de renseignement du réseau américain de communication publique IDERCOM, REDETE, ALC et Global Sustainability, l'État. Elle est spécialiste en développement local, communication et durabilité. Elle a une expérience en Amérique latine, des réseaux de collaboration, facilitation de la participation, conception et implémentation des stratégies de communication et administration de la connaissance et la transformation systémique en Amérique latine. Elle est cofondatrice de IA8, laboratoire de transformation systémique, où elle collabore avec des organisations, des entreprises, des gouvernements
des coopérations internationales pour analyser des routes de transformation et articuler des collaborations significatives et matérialiser des routes pour un futur durable de régénération. Très intéressant. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Daniela. Je vais commencer à partager mon écran. Tout d'abord, je veux voir ce que vous voyez. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, on ne voit qu'un fond noir. Attendez une seconde. Je vais le faire comme ça. Est-ce que vous le voyez? Merci. Je commence par remercier ton introduction et dire bonjour aux collègues qui sont ici, qui partagent cette table ronde. Pour commencer, je voudrais vous demander de me présenter, de m'écouter comme le spécialiste que je suis en Amérique latine, mais aussi je vous demande de m'écouter en tant que Monica. Je suis une femme cisgenre de 36 ans qui a opté pour la maternité et il en jouit tous les jours de sa vie. Je suis entrepreneuse pour la deuxième fois. Je suis migrante. J'ai toujours vécu dans un contexte urbain et j'ai plus d'une source de revenus chez moi. Depuis ce lieu de privilège qui me donne le lieu et la famille où je suis né, je vais utiliser cet espace pour encourager beaucoup d'autres entrepreneuses qui ne se trouvent pas ici aujourd'hui. J'écoute alors la question de ce panel. Quel effort est-il nécessaire pour effectivement repenser les stratégies, les capacités, les modèles de pensée vers l'autonomisation de la femme? Et je vais commencer. Je ferai une pause. Celui-ci est un premier effort. Je dirais que c'est un effort titanique parce qu'il exige arrêter un peu notre urgence de résolution, générer des espaces pour nous demander dans le silence. C'est mon habitude de demander, est-ce que je comprends, je crée ou je réagis? Monsieur Couler disait que nous ne changeons jamais en luttant avec une réalité existante. Pour changer la réalité, tu crées un modèle meilleur que qui rend le modèle existant obsolète. Est-ce que nous créons ou recréons un modèle? Un deuxième effort consiste à prendre une perspective pour savoir ce qui nourrit nos investissements et valeurs quotidiennes. Nous devons savoir lire le contexte pour distinguer les efforts dans les domaines ruraux, urbains, pour parler des réalités diverses, en prenant en compte la trajectoire diverse de notre système économique. En d'autres mots, la pensée d'être situé en Argentin. Il nous disait que la richesse consiste à questionner les aspects épidémiologiques, à sortir de l'ambiance écologique et nous nourrir des objectifs sociaux de ce que nous sommes et notre signification, avec nos capacités d'agents et sujets de notre propre transformation. Prendre une perspective nous permet de revoir nos stratégies pour préparer notre résilience. Parce que si nous intégrons notre trajectoire historique, la subjectivité des modèles de vie et les valeurs, alors nous pouvons identifier ce qui est tangible et intangible constitue la réalité que nous voulons impulser. Un troisième effort consiste à concevoir depuis d'autres paradigmes, d'autres stratégies, d'autres capacités et des modèles de pensée pour une autonomisation authentique de la femme. Et si nous regardons cette image, que je suis sûr, presque sûr, que ne montre rien de nouveau, vous êtes d'accord? Nous avons presque tous vu cette image de l'iceberg et ce que nous devons travailler, la partie sous-aquatique et les modèles mentaux. Alors, nous allons voir comment nous opérons d'habitude un programme. À travers un diagnostic, nous nous sommes rendus compte qu'un diagnostic est important, nous le faisons participatif, territorial, localisé, décentralisé. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous concevons des solutions pour résoudre les solutions que nous avons compris qui étaient
conformer le problème. Par exemple, un grand problème, c'est l'incapacité de stockage de certaines familles dans le contexte rural. Ou le pouvoir stocker réduit le temps de porter l'eau dont les femmes ont besoin. Donc, nous rendons compte que nous avons résolu peut-être pour un certain temps le problème du stockage, mais après 1 ou 2 ans, après, on a des problèmes des prises d'eau parce qu'ils ne savent pas réparer le mécanisme, ils n'ont pas d'argent pour le faire, ou les femmes sont retournées aux endroits des lavages communautaires parce que ce sont des espaces avec d'autres sources. Qu'est-ce que je vois à partir de ces expériences? Je vois des plans de travail très clairs, je vois des programmes qui ne sont pas des chemins, mais qui sont des autoroutes vers l'efficacité, vers l'impact. Mais je vois également beaucoup de lignes dans un monde qui a besoin de beaucoup plus de circularité, plus de courbes. Eliana Huasca a dit un modèle. Les systèmes économiques, politiques, sociaux et les structures de nos systèmes surgissent dans des contextes historiques dans lesquels les femmes n'étaient pas considérées humaines, n'étaient pas considérées comme des êtres rationnels. Comme disait Daniela avec la loi de 1962. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le monde, ou au moins une grande partie du monde, n'a pas été conçu pour des femmes entrepreneuses. Nous essayons de changer le monde en luttant contre lui. La première clé pour aborder les stratégies avec un regard systémique est justement en partant du supposé que nous devons créer de nouvelles structures, de nouveaux espaces, de nouvelles pratiques. Nous avons besoin d'un modèle conçu pour l'équité, qui rend obsolète l'antérieur. Disons de la solution à l'implémentation et l'évaluation des politiques, nous devons prendre les solutions que devons attendre, résoudre ou créer de nouvelles structures. Toutes ces réponses sont valides et sont nécessaires. Mais il y en a d'autres qui sont plus stratégiques que les autres. Je vais l'expliquer à travers un exemple. L'un des plus grands recycleurs au Mexique nous a invités à penser comment renforcer sa chaîne d'approvisionnement en impulsant des conditions de travail décentes. Et non seulement de maintenir, mais renforcer l'offre compétitive dans un monde plus complexe. Ce projet pourrait avoir été vu comme une ligne diagnostique. Nous avons chez les recycleurs et nous leur disons ce qu'ils doivent faire. Mais justement, cette pratique de s'arrêter pour penser, nous avons décidé de faire plus de 40 interviews dans plus de 40 villes à des personnes du secteur public, privé, des ONG, des recycleuses, des familles qui ont des stockages de recyclage et des entreprises multinationales. Et puis, nous avons redéfini avec les entreprises quelles améliorations étaient dans leur portée, dans leur but, dans leur rôle, et quelles étaient d'autres conditions à travailler avec les secteurs publics et privés ou de la société civile. Nous sommes parvenus à améliorer la chaîne d'approvisionnement, mais aussi certaines actions ont été déterminées que les recycleurs valorisaient dans leur contexte. Il a été propulsé également, trouver quelques messages clés pour la société civile par la séparation des déchets que je fais dans ma cuisine. Toutes ces actions y incluent une politique de regard inclusive avec une entreprise de boissons ici en Mexique. On a abouti à la transformation d'un système qui n'a pas été créé pour le recyclage. L'un d'autres cas, l'un des plus grands donneurs du Mexique, avec une large et solide trajectoire en matière de... Comment fais-je que les organisations que je soutiens avancent vraiment dans le développement durable? Et si vous regardez ce projet, il naît déjà avec une perspective de transformation, de comment cette organisation peut exercer un rôle et devenir un joueur du troisième secteur. Est-ce que vous êtes demandé quelle est la solution structurelle importante? Cela semble un peu complexe, c'est une carte systémique, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est justement un point d'entrée, un projet catalytique, un projet qui effectivement commence à déplacer la charge pour créer un système où les organisations
soit conçu et le contexte soit conçu pour l'articulation du développement durable. Dans ces dernières initiatives que je vais partager avec vous, nous le faisons déjà dans le sud du Mexique. C'est un programme conçu pour créer de nouvelles structures de sororité qui dynamisent la relation l'intention est faire un appel aux entreprises à se connecter avec leur territoire, surtout avec les femmes qui habitent dans le territoire, dans une approche sociale. Il s'agit d'une initiative qui fait créer de nouveaux tissus. Je finis alors mon intervention comme Monica, femme, épouse, qui croit que le monde n'est pas fait pour l'autonomisation des femmes, mais aussi comme Monica, comme spécialiste en développement, qui travaille tous les jours et en accompagnant des efforts pour la circulation de beaucoup d'acteurs. Comme spécialiste, je vous invite à intégrer d'autres modèles de conception au-delà des résultats, qui habilitent des conditions et créent de nouveaux modèles qui vont améliorer l'actualité. Je vous encourage à voir comment vit le monde et comment celui-ci pouvait être si nous incorporions et nous apprenions de la reconception de la planète tous les jours, avec plus de cycles, comme le menstruel, comme celui des récoltes, avec moins de courbes, de comment aborder la prise de décision. Mais comme ça, je vous invite à avoir un geste. Nous sommes décidés à faire un monde d'action. Merci. Au revoir. Merci, Monica. Je te remercie de ton point de vue si positif. Et notre dernière expositeur, Maria Victoria Flores, elle est mère de 3 enfants, épouse et avocate, présidente de Córdoba Service. Elle veut faire de Córdoba une meilleure ville. Tu as la parole, Maria Victoria. Merci, Daniela. Bonsoir. Je veux remercier de cet espace. C'est une fierté pour moi de participer à ce forum. J'ai pris être dernière à exposer. C'est bien parce que je peux prendre en compte les différentes propositions et c'est vrai que c'est un sujet culturel. Je vais partager une présentation pour comprendre à partir d'où je vais parler. Córdoba Chantier et Services, c'est un domaine municipal. Ce n'est pas la première. Je vais le mettre comme correspond. Alors, on commence. Là, c'est une entreprise qui a la charge de la sanitisation de Córdoba et il est chargé aussi des chantiers publics et elle travaille aussi avec le recyclage. En matière de sexe, c'est un organisme qui a été occupé par des hommes et c'est la première fois que c'est une femme qui est dans sa présidence. C'est 100% des employés, 25% des femmes, c'est des femmes. Alors, on est largement une minorité, mais aujourd'hui, c'est moi qui préside. En matière de services, quand on va mettre le diapo, vous allez le voir, j'ai voulu mettre cette photo parce que quand on est arrivé à cet organisme, les services étaient prêtés, étaient faits par des hommes. Et là, il y a Javier qui donnait des éléments. Nous avions une barrière culturelle qui était le toit de cristal et la brèche des salaires. Les femmes avaient des tâches liées au nettoiement et le maire a décidé de rompre ce toit et oser que les femmes puissent conduire les camions, puissent conduire les appareils. La désobstruction des égouts, c'est des travaux qui étaient dans l'idée très masculin. Aujourd'hui, il y a des femmes qui conduisent différentes machines et nous avons passé d'être un numéro
L'OIT parlait des pourcentages. Bon, là, on est 50%. Alors, pourquoi ne pas avoir cette possibilité de choisir le travail? Parce que quand on parle de toit de cristal, on parle de cette impossibilité d'avoir la même opportunité pour occuper des postes d'une meilleure rémunération en étant des femmes. Alors, dans cet organisme, il y a aussi les chantiers publics. Ça, c'est pour vous raconter simplement. Ce qui est important, c'est ce que je vais montrer là. Nous avons le recyclage. Monique a parlé d'une opportunité qui était liée au recyclage. Nous avons à notre charge un centre où nous travaillons le plastique. Nous avons aussi, en matière de recyclage, les résidus volumineux, que nous l'appelons comme ça, c'est un centre de transfert. Alors, où est-ce qu'on va avec tout cela? Où est-ce que je veux y aller? Je veux dire que dans cet organisme, il y a aussi là un regard de sexe. Nous avons évolué. Il y a un grand temps de matériaux et le défi public, mon défi personnel était de faire comment je fais compatible un organisme comme les centres verts depuis le triple impact, comment on lit les sexes et comment on lit aussi le social. Alors, nous avons créé Éco-Femmes. Alors, c'est la particularité d'avoir, c'est ce que j'entends comme une génération d'opportunités. Quand Renata parlait depuis quand les femmes peuvent accéder au travail, ou en Argentine, depuis quand on est des femmes qu'on peut choisir ou être choisies, depuis quand on est des sujets de droit. Parce que tous les traités internationaux, et l'OIT ne me va pas laisser mentir, on parle toujours des droits de l'homme et on ne parle pas des droits des femmes. Alors là, cet organisme a 3 mois de fonctionnement et il est opéré par des femmes. La mécanique de travail est la même, c'est un espace de sélection des matériaux venant de la récollection des déchets, en mélangeant ce qu'il est l'environnement avec les sexes. Et nous avons fait un pas de plus, lier les générateurs de ces déchets. Il y a beaucoup de femmes qui, comme Renata disait, qui sont chargées des entreprises. Chaque entreprise produit des déchets. Alors, nous avons commencé à travailler en liant les publics et les privés avec le secteur privé, qui est lié, qui lie des femmes pour lier aussi la particularité des COFEM. À Cordoba, il y a le ministère de la femme. Nous avons fait un accord avec ce ministère et toutes ces femmes qui travaillent ont eu des situations de violence ou de marginalité ou d'exclusion dans le travail. Ils sont passés par des processus de difficile accès ou en raison de leur âge ou pour leur trajectoire. Alors, aujourd'hui, nous avons pu lier ces femmes qui étaient exclues du système avec une femme qui avait une opportunité différente, une entrepreneuse. Et aujourd'hui, on travaille ensemble et on relie tous les procès productifs que l'on peut avoir pour pouvoir engendrer ce qu'on appelle un modèle à triple impact. C'est permettre d'avoir des pratiques environnementales soutenables avec un modèle économique. Et c'est ce qui mobilise un peu la ville de Cordoba, c'est le modèle d'économie circulaire, un nouveau modèle pour pouvoir engendrer des postes de travail, pour pouvoir engendrer des opportunités soutenables de l'environnement. Et dans ce modèle d'économie circulaire, on peut engendrer ces liens avec ces femmes, des femmes qui, il n'y a pas longtemps, avaient eu des problèmes. Alors, ce qui est important d'être dans des lieux publics de décision, c'est d'avoir l'initiative de mettre en marche des politiques publiques qui appliquent ce qui, pour quelques-uns, c'est un diagnostic, mais si on reste dans les diagnostics, on n'avance jamais. C'est cette brèche culturelle qui nous sépare parce que nous avons grandi dans un monde patriarcal où rompre ces modèles est très difficile. Nous l'avons fait productif, mais aujourd'hui,
les revenus de ces centres verts avancent et sont de 3 fois plus. La même chose que le nombre de matériaux qui entrent. Alors, je pense que pour parler d'autonomisation en matière des femmes, nous entendons que l'État, c'est le seul qui peut engendrer cette opportunité, ouvrir cette porte, oser rompre ces modèles. C'est des modèles universels et que cela va permettre de mettre en pratique ces théories. Et pour finir, là, nous avançons aussi, comme Javier l'avait dit, dans la formation. On parle des violences dans le monde du travail, il y a aussi la violence dans le sexe, et non pas simplement des femmes. Le monde doit être ouvert à la participation des sexes, non pas seulement la division binaire hommes et femmes. Alors là, vous voyez les universités avec lesquelles nous avons fait des accords. En Argentine, il y a une loi qui a un nombre d'une fille qui a été victime de violences. Et aujourd'hui, je peux dire avec une grande fierté l'initiative de notre maire, c'est tous les employés de cet organisme sont formés en violence de sexe, ont des outils pour pouvoir lier les services publics avec la violence dans la rue. Nous avons la sanitisation de la ville, donc on cohabite avec des situations difficiles de la rue. Et là, c'était une des hypothèses, parler des défis du futur. Et en matière d'hygiène ou de recyclage ou de chantier public, on peut parler de ce topic, mais le plus important et le défi le plus important d'une société ou d'un être humain, c'est de mettre en place une pratique qui est comme thème l'égalité des sexes. Il n'y a pas une société qui puisse se développer s'il n'y a pas une inégalité d'opportunités pour que dans la base, on puisse choisir en liberté. Alors, depuis Cordoba, depuis cet organisme et depuis la gestion du maire, nous vous transmettons que nous sommes fiers de faire réalité cela, parce que parfois les diagnostics et les théories sont étudiés. Nous, en tant que fonctionnaires, nous avons l'obligation, et je me sens très fière de mettre en place des politiques publiques qui engendrent une vision des sexes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Merci pour nous montrer ces expériences concrètes où ils incorporent la visée des sexes et qui nous aident à rendre visible ce toit en cristal. Je voudrais passer à des questions de notre auditeur. Nous avons très peu de temps. Nous savons que vous avez des choses à faire. Donc, je vais donner, vous pouvez écrire les questions sur le chat et pour que nous voyions vous demander la parole. Voy a revisar ahora el chat para ver las preguntas que tenemos. No sé si Magdalena tiene alguna. Je ne sais pas si Magdalena a une question. Une question qu'elle n'a pas envoyée par le chat. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quelqu'un demandait. Javier a reçu une question pour voir s'il pouvait être contacté. Et il y avait aussi une question pour Victoria. Les femmes de quel secteur et de quels âges participent de ces projets? En Ecothem, la particularité que nous avons incorporé des femmes d'entre 35 et 56 ans, presque 60 ans. C'est un public très varié. Nous avons également un pourcentage de femmes appartenant au collectif LGTB+,
Nous travaillons ça ensemble avec le comité du genre de la ville et de la province et le comité des femmes de la province. Merci beaucoup, Victoria. Nous allons donner l'espace avec une dernière question, s'il y en a. Sinon, nous allons finir ici. Oui, je remercie beaucoup les importantes présentations des oratrices et orateurs. Je crois que nous avons tous appris de ces expériences et la sagesse avec laquelle ils ont transmis toutes ces leçons, apprentissages et idées d'intervention. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il y a une question, oui. Solé, je voudrais savoir comment était le débat de la loi de parité à Victoria Flores. Et une autre question pour Victoria, s'il a dû envoyer une ordonnance pour que les femmes puissent entrer dans les quantités, les chiffres autorisés ou acceptés pour travailler à Córdoba. La province de Córdoba, c'est une province. Ici, je vois Olga Rutort a été l'une des fondatrices de participation équivalente, mais tout à l'heure, nous pouvons dire que l'année dernière, l'avant-dernière année, il n'y a que 2 ans que la ville a une norme qui exige la parité équivalente pour des charges législatives. Mais ça fait seulement 2 années que la participation est égalitaire et la vérité, c'est que le débat a été plus compliqué avec les femmes qu'avec les hommes. Mais nous avons eu plus de problèmes avec les femmes qui ne parvenaient pas à comprendre que ce qu'on faisait en réalité, c'était d'essayer de déconstruire ces concepts avec lesquels nous avons été élevés, mais que grâce à beaucoup de femmes avant nous, ont commencé à travailler avec la participation, nous sommes parvenus à ces résultats. Le débat était assez riche, mais il y a seulement 2 ans que nous avons la parité de genre. Et la région de Córdoba, la province de Córdoba, 15 ans. Merci beaucoup, Victoria. Donc, nous allons finir les questions, mais si vous voulez les laisser sur le chat, nous pouvons les faire parvenir à nos orateurs et oratrices afin qu'ils et elles puissent répondre. Parce qu'il y a un forum du même forum et d'autres espaces de participation dans lesquels nous pouvons continuer d'interagir. Pendant cette session, nous pouvons extraire certaines leçons apprises, comme Renata l'a dit. On a étudié des diagnostics face aux réalités existantes visant à l'autonomisation des femmes, repenser la territorialité et ce qui est local avec ces réseaux de développement translocal, multilocal ou global. Je ne me souviens pas comment l'appeler, Victoria. Tu disais elle l'appelait localisation, du global vers la localisation, qui nous donne un peu l'idée de comment ces tendances globales ont un meilleur impact sur les politiques locales et les politiques locales en même temps peuvent s'étendre plus rapidement qu'avant. Ces diagnostics vont prendre différents chemins. La pandémie a visibilisé cette inégalité, comme Javier nous le racontait plus tôt, toutes ces barrières auxquelles les femmes faisaient face, mais aussi comment la pandémie a aidé à développer des stratégies qui nous appartiennent à tous et à toutes. Comme Sophia parlait sur l'égalité des genres. Et cela nous donne des pistes alternatives pour briser cette inégalité. Le territoire, n'importe où, les alliances doivent être accordées au peuple, valoriser les idées en provenance des femmes, sensibiliser les petits-enfants, les petits garçons et les petites filles à travers l'éducation, renforcer les liens entre les petites, moyennes et grandes entreprises de femmes, acheter des entreprises des femmes et penser comment équilibrer
ses revenus, l'arrivée de ses revenus. Je ne vais plus tarder. Je remercie la participation de tous et toutes. Je sais que nous avons dépassé l'horaire, donc je vous demande de m'excuser à tous nos orateurs et toutes nos oratrices et je vous dis au revoir.